Donc, c'est la deuxième partie du CM numéro 4. On entre dans le bloc thématique 2 qui s'intitule Les minorités dans les médias. Vous pouvez vous référer au déroulé dans le Moodle, il est également dans le Facebook. Et là, on va aborder la notion de stéréotype. J'ai changé un petit peu le programme puisqu'on a moins d'heures et que je ne peux pas m'étendre comme j'aurais souhaité le faire sur les politiques du handicap. Politique du handicap qui ont fait l'objet justement de la première heure du cours magistral numéro 4. Donc là, aujourd'hui, on va aller sur un outil que vous êtes susceptible d'utiliser à manier avec précaution, on va dire, parce que le stéréotype, on a l'impression qu'on sait tous et tout ce que c'est. Et là, pour complexifier un petit peu, réfléchir sur cette notion de stéréotype et sur son utilisation, je vous propose d'aller sur un auteur qui s'appelle Homi Bhabha et qui donc a écrit un ouvrage qui s'intitule The Location of Culture, qui est paru en 1994, qui a été traduit en France sous le titre Les lieux de la culture, une théorie postcoloniale, traduit donc en 2007. Et puis on parlera d'un auteur qu'on a déjà évoqué, donc Ella Shoah. Il y a plein d'autres auteurs qu'on aurait pu utiliser. Dans le TD, on s'appuiera sur la réflexion sur le stéréotype d'un très bon culturaliste du cinéma qui s'appelle Richard Dyer. Et donc c'est un texte qui est dans les onglets fichiers et que je vous ai demandé, et sur le modèle que je vous ai demandé de lire pour le prochain TD. Alors, cette notion de stéréotype, alors, qu'est-ce que c'est qu'un stéréotype? Comme je le disais la dernière fois, mais je le fais de nouveau, je n'aime pas beaucoup la, la ressource étymologique pour expliquer les choses. Mais bon, c'est vrai que stéréos en grec, c'est ce qui est figé, on a l'impression, justement, enfin, de sens commun, nous définit un peu le stéréotype comme quelque chose qui ne bouge pas, qui est entièrement faux, etc. Alors, on va voir que c'est un peu plus compliqué. Donc, mais c'est pas faux de penser que le stéréotype ne bouge pas et en même temps bouge. C'est un peu tout l'objet de ce cours, vous allez voir, et ce qu'apporte Homi Bhabha avec une lecture foucaldienne, notamment du stéréotype, d'apporter, enfin d'essayer de nous faire comprendre un petit peu la dynamique, entre guillemets, du stéréotype. C'est quelque chose qui s'adapte, qui est d'un savoir-pouvoir, pour reprendre les termes de Foucault que vous commencez à maîtriser maintenant, qui justement n'est pas si fixe que ça. Donc l'étymologie nous sert de point de départ à contester. Et la question donc on se pose depuis le début, c'est, et on peut la transposer avec justement cette notion de stéréotype, c'est comment justement se produit cette persistance, cette fixité relative des stéréotypes. Là, on va aller sur les stéréotypes racistes et autres, mais de toute façon, le racisme et la sexualité, c'est souvent imbriqué. Bon, par exemple, on a évoqué pas mal de stéréotypes déjà dans les TD. Pourquoi les Noirs sont toujours des athlètes au corps magnifique? Pourquoi les Noirs sont toujours... enfin, c'est des stéréotypes, hein. La sexualité débridée, sont hypersexuels. On avait fait allusion à la représentation ou même au sous-genre porno avec le noir hypersexuel. Pourquoi les homosexuels sont toujours des folles efféminées, ou ont pu l'être en tout cas dans la cage aux folles par exemple? Pourquoi la femme est souvent encore traitée de nos jours d'hystérique, à la fois frigide et hyperféministe, pardon, c'est un plus, hypersexuelle ou folle? Bref, donc la fixité, encore une fois, revenons sur ce paradoxe, le stéréotype est à la fois fixe et changeant, mais comment on peut justement le manier dans cette double dimension? La fixité, c'est intéressant parce que ça permet de contrôler les représentations, euh, mais pas seulement, ça permet aussi d'installer une différence ou un système justement producteur de différences qui peut être culturel, qui peut être biologique, qui peut être racial, sexuel, etc. Vous savez que, par exemple, des auteurs comme Patricia Hill Collins, qui est une féministe nord-américaine qui a beaucoup travaillé sur les représentations, et notamment les représentations stéréotypées des Noirs aux États-Unis, et
beaucoup d'autres auteurs postcoloniaux et décoloniaux mettent l'accent sur le fait que le racisme maintenant s'exerce plutôt de manière culturelle que de manière biologique, comme ce fut le cas au XIXe siècle, même si on peut avoir des formes hybrides et des combinaisons des deux. Donc le stéréotype, encore une fois, voilà, a quand même une certaine part de fixité, mais en même temps, le stéréotype s'adapte. C'est donc là où ça devient intéressant d'analyser à la fois les contextes et puis aussi les personnes qui luttent justement contre ces stéréotypes. On peut aussi donner une définition du stéréotype performative. Donc je vais expliquer ce que ça veut dire. Avec cette idée, c'est une définition que l'on trouve dans les lieux de la culture de Homi Bhabha, qu'il emprunte, parce qu'il écrit à peu près à la même époque, à la théorie performative du genre de Judith Butler. Donc cette idée, que je vais revenir également sur la théorie performative du genre de Butler. Donc le stéréotype aussi, pour exister, dans sa définition performative, doit sans cesse être répété. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de répétition et s'il n'y a pas une certaine autorité, on va dire, dans les personnes ou les lieux d'énonciation, où se produit cette répétition, le stéréotype ne pourrait pas exister à partir du moment où on considère que c'est une construction sociale, culturelle et politique qui n'est pas naturelle. Donc pour exister, il faut qu'il il faut qu'il soit répété constamment, et c'est ce qui lui permet d'avoir cette fermeté, cette certaine fixité. Donc là, ce que fait Homi Bhabha, c'est qu'il dit par exemple que dans les stéréotypes relatifs à la race, vous avez ce système de répétition performative qui fait qu'on peut parler de performance de la race selon Homi Bhabha. Il écrit à peu près à la même époque, et c'est vrai qu'il y a des échanges entre les théoriciens postcoloniaux, en tout cas comme Homi Bhabha, très imprégnés de la théorie française, Foucault, Derrida, etc. Et Julie Butler, donc, qui est une auteure féministe postmoderne qui a inspiré la première vague de la théorie queer à la fin des années 90, avec un ouvrage dont on vous a sans doute parlé dans notre formation, qui s'appelle Gender Trouble, qui est paru en 1992 et qui ensuite a été traduit en 2005 en français aux éditions de la Découverte sur le titre Trouble dans le genre. Donc Butler propose une conception performative de la féminité, du genre, de la masculinité aussi, mais il se trouve que et on pourrait s'interroger là-dessus, pourquoi elle est partie sur la performance de la féminité plutôt que de la masculinité dans son ouvrage célèbre Trouble dans le genre. Dans Trouble dans le genre, Butler ajoute, si vous voulez, des éléments, en tout cas une autre manière de concevoir le genre, les genres, la féminité et la masculinité comme une construction sociale, culturelle avec des enjeux politiques, des enjeux d'oppression, de domination, même si ce ne sont pas les termes qu'elle emploie, la domination et l'oppression. Donc Butler va définir les genres comme performatifs. C'est pas la même chose que de dire que les genres sont une construction culturelle et sociale, même si le genre comme performance et performativité participe de ce que l'on appelle le constructivisme, c'est-à-dire de voir justement des choses qui pourraient nous apparaître comme naturelles, comme des constructions qu'il faut ou que l'on peut déconstruire. Dans Trouble dans le genre, Butler prend comme figure, si vous voulez, la drag queen. Donc, vous savez ce qu'est une drag queen, pour aller vite, c'est une personne qui s'identifie de sexe masculin, qui va performer une féminité excessive, entre guillemets, flamboyante, que certains jugent caricaturaux, les hauts talons, la perruque, forte poitrine, etc., etc. On parle souvent des drag queens, on pourrait parler aussi des drag kings qui performent, donc encore des personnes qui se reconnaissent de sexe féminin, pour aller vite, qui vont performer la masculinité. Donc pour Butler, vous allez voir le lien immédiat avec la définition de la race et du stéréotype que je viens de vous restituer et qui existe, donc qui est formulée par Homi Bhabha. Pour Butler, pour exister, la féminité doit sans cesse se performer, donc on performe tous la féminité ou la masculinité avec l'habillement, avec les attitudes, avec le maquillage, avec la présentation de soi, avec les attitudes corporelles, enfin énormément de choses. Mais ce qu'apporte Butler à cette conception qui est commune à pas mal de sociologues, on va dire, c'est de dire que la performance
est aussi, on peut la considérer comme un ensemble de citations, si vous voulez, de genre, par exemple des citations de la féminité, que l'on répète en permanence pour justement que la féminité existe en tant que telle, comme norme, qu'on puisse reconnaître ce qu'est la vraie féminité, ce qu'est une vraie femme, ce que recouvre justement le fait d'être féminine ou pas, justement de trop masculine, de ne pas pouvoir être. Alors bien sûr, vous allez me dire, tous les jours, on ne performe pas la féminité ni de la drag queen, ni d'une femme qui va se maquiller ou se préparer pour aller dans une soirée où il faut qu'elle apparaisse en tant que sexy et féminine, etc. Mais de fait, c'est l'idée qu'il y a quand même justement cet effet de répétition, donc de performance, et le poids, si vous voulez, de ces citations qui font qu'au bout d'un moment, une certaine performance de la féminité va se stabiliser, et là on va reconnaître la femme. Et c'est ce que surperforme, si vous voulez, la drag queen. Quand elle dit ça, Butler, elle sous-entend qu'il faut séparer sexe dit biologique et genre, qu'un sexe biologique ne correspond pas forcément au genre qui, soi-disant, l'exprimerait, ou le sexe biologique qui causerait. Par exemple, le sexe féminin cause le genre féminin automatiquement et naturellement, puisque la drag queen est l'exemple même d'une discordance possible et pas pathologique qui existe entre un sexe dit biologique et l'expression de genre. L'autre apport de Butler, c'est la performativité, donc elle emprunte à un linguiste qui s'appelle Austin et aussi à Derrida. La citation, justement, c'est cette espèce de répétition performative. Donc on répète quelque chose qui a été répété par d'autres. Si je dis, par exemple, si je suis mère, je dis c'est une fille, c'est un garçon. Pardon, si je suis pas mère, mais si je suis à l'état civil ou si je suis dans une clinique, je suis médecin, je dis voilà, c'est une fille, c'est un garçon. Cette phrase, cette citation, a le pouvoir de justement assigner le genre. Si je suis mère et que je dis je vous marie, par exemple, voilà, il y a une force performative liée à l'institution, à la répétition de cette phrase dans les locaux justement officiels, qui fait qu'elle a un pouvoir de réaliser les choses. Et donc Butler ajoute cette dimension performative en disant que la drag queen répète en permanence, un peu comme Homi Bhabha a dit, pour exister le stéréotype doit être répété en permanence, la drag queen répète, mais nous aussi, toutes les personnes qui déclinent des genres, des citations de genre. Pour Butler et pour finir sur Butler, en gros, entre la femme féminine dite biologique, cisgenre, hétérosexuelle ou pas d'ailleurs, et la drag queen, vous n'avez qu'une différence de degré, une différence de hauteur de talon, et non pas une différence, on va dire, de nature, comme s'il y avait une fausse féminité. Donc en gros, la conclusion logique de Butler, c'est de dire que non seulement la féminité et la masculinité sont des constructions culturelles et sociales, mais que c'est une fiction, et que la vraie féminité n'existe pas. Voilà. Donc tout ça pour dire que là vous avez deux auteurs qui empruntent à la notion de performance et à la notion de performativité pour expliquer à la fois la performance de la race, la performance du genre, et en l'occurrence la notion de stéréotype et sa prégnance chez Homi Bhabha. Voilà pour la théorisation un petit peu performative des choses. Donc, pour revenir un petit peu aux stéréotypes, comme vous l'avez bien compris maintenant, c'est à la fois ce qui relève du connu, du parfaitement connu, du sens commun, quelque chose qu'il faut répéter anxieusement pour que ça existe, et qui justement va faire que on peut avoir des discours comme, je ne sais pas, ça va sans dire que la femme, si elle est très sexuelle, est une hystérique, cela va sans dire, sans preuve aucune, que l'Africain est une bête sexuelle, etc., etc. Mais enfin, en gros, là où veut en venir Homi Bhabha, c'est de dire, là, on a une production de discours. Donc c'est resituer, si vous voulez, le stéréotype dans le discours, qui est une notion que vous avez croisée un petit peu aussi avec Foucault. Donc la leçon un petit peu de cette conception, c'est qu'à la fois le stéréotype est fort et faible, puisqu'il a besoin d'être répété pour exister, donc il y a une certaine fragilité, mais il y a aussi évidemment une certaine efficacité. Donc voilà, la première chose, pour résumer, donc, qui me vient de la conception de Bhabha, c'est que le stéréotype doit être répété pour exister. Autre notion intéressante, et on en a un petit peu parlé dans un TD où on a évoqué la question, on a eu une discussion sur la signification de la fin de Princesse Tam Tam, à savoir est-ce que c'est une critique justement
euh, du discours colonial, ou est-ce que c'est une valorisation justement du sauvage, ou enfin qu'est-ce que veut dire ce film? Est-ce que ce film justement n'est pas non plus une critique justement de l'écrivain qui entreprend d'écrire un roman en gros sur la race avec une sauvage qu'il entreprend d'éduquer, à savoir Joséphine Baker dans le film. Donc, cette idée que le stéréotype est ambivalent, ou que le discours colonial d'ailleurs est ambivalent, est intéressante pour être un peu plus nuancée dans nos analyses. Ça concerne un petit peu la partie analyse des représentations et aussi des discours, hein, la partie généalogique de votre PowerPoint. Donc, c'est l'idée que le discours discriminant est à la fois marqué par une répulsion et une attraction, les deux. Et encore une fois, on le voit bien dans Princesse Tam Tam, à la fois l'écrivain exprime très clairement sa fascination, d'autres expriment leur répulsion. Pendant le pique-nique, les femmes blanches et bourgeoises en Tunisie, tournées à Fontainebleau, je crois par ailleurs, mais disent que voilà, elles sont gênées par l'odeur des fauves, etc. Donc c'est la discussion qu'on avait hier en TD, que sur finalement c'était un film gentil. On peut aussi la résoudre en disant que c'est pas gentil, c'est que finalement le discours à l'endroit de Joséphine Baker, il ne serait pas méchant, c'est aussi tout le discours primitiviste de l'époque, c'est-à-dire un discours qui existe dans la société française aussi, et qui consiste à valoriser l'exotisme, les îles, etc. Donc vous avez ça aussi dans tout le mouvement fauviste, primitiviste, je veux dire, c'est un nom, cette espèce de, de forme, si vous voulez, d'exotisme et d'exotisation. Dans sa partie sexuelle aussi, bien sûr, hein, parce que dans le primitivisme, toutes les représentations, toutes les peintures de Gauguin, c'est aussi une manière sans arrêt de représenter des femmes à poil, des femmes nues, des femmes de couleur, etc., qui peuvent évidemment être construites comme objet de désir et de fascination et de sexualisation. Donc voilà, il y a aussi toute l'inscription du désir, et la valorisation par le primitivisme peut faire partie justement de l'exotisation et aussi du discours colonial. Donc, c'est cette notion d'ambivalence qui peut être intéressante donc, dans les analyses, le fait qu'il y a à la fois un désir positif, enfin, ou une sexualisation, donc un exotisme, qui va se manifester par des traits dits positifs. Encore une fois, c'est la discussion qu'on avait dans le texte, qui était soutenue par l'un d'entre vous. Et puis, de l'autre côté, la peur ou la dérision, les traits clairement négatifs, le racisme, la peur du viol, la peur du mélange des races, de l'invasion, etc. Enfin, des thématiques qui sont très prégnantes d'ailleurs dans la société française depuis la fin du 19e siècle, depuis que la France s'est constituée comme nation. Donc, la définition là intéressante de Mibaba consiste à dire que le stéréotype est un mode ambivalent de savoir et de pouvoir. Donc, vous voyez, on met ensemble cette notion-là de dynamique positive et négative, et on reprend la notion de savoir-pouvoir foucaldienne qu'on va développer maintenant. Donc, c'est là où l'analyse de Mibaba et nous sort un petit peu des conceptions ordinaires du stéréotype, c'est qu'elle nous propose évidemment de sortir la critique facile en disant ouais, c'est un stéréotype, c'est négatif, c'est pas comme ça qu'il faut faire, faudrait faire autrement, etc. La reconnaissance et qui nous met en position, qui vous met en position et de reconnaître, enfin l'analyste en position de reconnaître bon, les bons et les mauvais stéréotypes. Donc ça dépend aussi évidemment de la connaissance qu'on a par exemple de la minorité, si on en fait partie ou pas, si on est de bonne foi ou pas. Il y a toute une critique par exemple qui consiste à dire mais alors on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien présenter, dès qu'il y a une critique, je ne sais pas, d'une exposition de blackface par exemple, etc. etc. Bon, vous avez, je suis sûre, plein d'exemples contemporains dans l'actualité des problèmes que pose l'analyse justement de l'exotisation, etc. Mais donc, Bobby Baba nous propose d'aller sur un autre terrain et d'essayer de comprendre les processus de subjectivation, c'est-à-dire que les stéréotypes, les discours et les savoirs-pouvoir, là, je fais référence à toute l'analyse de Foucault sur la science et la sexualisme, donc Foucault n'est pas très bon sur la race, clairement, mais il peut être complété, ou la lecture, la grille d'indice foucaldienne peut être appliquée à la race, et c'est ce que se propose de faire Homi Baba, en essayant de comprendre comment le stéréotype produit les sujets. Comment, en fait, la subjectivité d'une personne racialisée, bon, par
exemple, si vous lisez Fanon, Peau noire, masque blanc, il parle sans arrêt de ça. Donc, va être rendu possible ou plausible par un discours psychanalytique. Homi Bhabha choisit d'aller du côté de la psychanalyse, que nous ne ferons pas, parce qu'on n'a pas le temps et on peut aussi analyser sans avoir recours à la psychanalyse, mais plus avec de l'analyse culturelle, donc la notion de stéréotype. Donc, vous voyez l'intérêt de cette conception du stéréotype, c'est d'essayer de ne pas se limiter à l'interprétation des images, par exemple, une par une, hein, d'essayer de ne pas être simplement en position de les juger, quelles sont les positives et les négatives, de sélectionner des représentations qui seraient propres et d'autres qui seraient impropres, et aussi de voir que, comme justement il y a à la fois ces représentations stéréotypées se figent, mais en même temps elles sont liées à certains nationalismes et elles évoluent, comment on peut faire pour essayer d'attaquer un petit peu le problème au niveau du discours. En gros, la question est de savoir comment marche le discours colonial en tant qu'appareil de pouvoir, de domination selon Bhabha, d'ensemble de savoir-pouvoir pour le dire de manière foucaldienne. Pour Bhabha, vous voyez, le rôle de l'ambivalence est important. L'ambivalence est au cœur du système et on n'est pas non plus obligé de définir l'ambivalence dans une conception psychanalytique. Vous savez que c'est aussi une notion psychanalytique. Là, on le prend simplement dans le sens qu'il y a un double discours, un discours à double détente, et il est important d'essayer de saisir cette dynamique. Donc cet appareil de pouvoir, le discours colonial, repose à la fois sur la reconnaissance et le déni des différences culturelles, raciales et historiques. Et d'ailleurs, dans le TD où on avait le discours, quelqu'un disait « mais oui, mais il y a bien des différences en Inde, dans les autres pays, etc. » Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque le périmètre de la différence était spontanément énoncé comme un périmètre, on va dire, de nation, de pays, de frontières. Donc, la reconnaissance et le déni des différences comme, encore une fois, au cœur du processus de la discours colonial, et donc qui produit des sites de subjectivité par l'intermédiaire de certains savoirs. Donc on a vu par exemple l'importance des savoirs médicaux, pas simplement pour les pervers sexuels, on a vu comment on pouvait faire des croisements entre les pervers et les dégénérés, donc entre la race, les sexualités et les genres, par les discours médicaux, administratifs, par exemple tout le discours de l'administration coloniale. Vous savez que l'administration coloniale, j'ai eu l'occasion d'en parler, est aussi à la source de la production du type homosexuel dans l'administration coloniale locale, et donc d'une arrivée en quelque sorte de l'homophobie produite par le discours administratif colonial, alors qu'avant elle n'existait pas, par exemple, en tout cas dans cette forme-là, dans les pays colonisés. C'est valable par exemple pour l'Algérie, et puis pour l'Inde aussi, colonisée par les Britanniques, etc. Donc, comment ces discours produisent des sites de subjectivité, des identités, des figures, on les a évoquées à plusieurs reprises, et comment aussi ça permet de les surveiller, d'exercer une surveillance, un contrôle social. Donc là, c'est un petit peu tout le... On n'a pas beaucoup, nous, évoqué le Foucault de surveiller et punir. Donc Foucault, vous savez, distingue les modes de pouvoir. J'y suis revenue un petit peu avec le triangle biopolitique, et notamment un mode de pouvoir qui est le mode disciplinaire, qui repose sur la surveillance. Donc là, Bhabha reprend cette idée d'exercice du pouvoir disciplinaire sur les corps. Vous savez que pour Foucault, le pouvoir disciplinaire s'exerce sur les corps. Je cite Homi Bhabha, la construction du sujet colonial dans le discours et l'exercice du pouvoir colonial à travers le discours exige une articulation de formes de différence raciale et sexuelle. Une telle articulation devient cruciale si l'on estime que le corps est toujours inscrit simultanément, même de façon conflictuelle, dans l'économie du plaisir et du désir et dans l'économie du discours, de la domination et du pouvoir.
Et là, je cite un autre passage qui justement nous fait bien comprendre le pouvoir de production de la subjectivité du nègre. Et là, Homi Bhabha commente un passage très célèbre de Fanon, qui est intéressant pour nous aussi parce qu'il a à voir avec la question de la performativité. Cette fameuse scène racontée par Fanon, une petite fille dit tiens un nègre, donc elle l'assigne devant sa mère en tant que nègre. Et voilà comment Homi Bhabha analyse le passage de Fanon, le peau noire, masque blanche. Il y a deux scènes primitives dans le peau noire, masque blanc de Fanon. Deux mythes de l'origine de la marque du sujet dans les pratiques et les discours racistes d'une culture coloniale. Une fois, une petite fille blanche cloue Fanon d'un regard et d'un mot dans le même mouvement qu'elle s'identifie à sa mère. C'est une scène dont l'écho ne cesse de résonner dans son essai sur l'expérience vécue du noir. Et là, il cite la petite fille citée par Fanon, regarde un nègre. Maman, regarde le nègre, j'ai peur. Elle dit les deux choses. Et Fanon de commenter, qu'était-ce pour moi, conclut Fanon, sinon un décollement, un arrachement, une hémorragie qui caillait du sang noir sur tout mon corps. Fin de citation de Fanon. Commentaire de Homi Bhabha. De même, il souligne le moment primal où l'enfant rencontre les stéréotypes raciaux et culturels dans les livres où les héros blancs et les démons noirs sont présentés comme des points d'identification idéologique et psychique. De tels drames se jouent chaque jour dans les sociétés coloniales, dit Fanon, utilisant une métaphore théâtrale. Donc, oui, on retrouve un petit peu la scène performative de tout à l'heure, dont on parlait pour la drag queen. Donc Fanon utilise une métaphore théâtrale, la scène, qui souligne le visible, le perçu. Ça, c'est important, évidemment, toute la question de la visibilité des minorités. Je veux jouer sur ces deux sens qui font référence à la fois au lieu de l'imaginaire et du désir, à la perception de la subjectivité et du pouvoir. Donc à la fois la petite fille le désigne, le reconnaît, elle sait, elle a le savoir et elle s'identifie à sa mère qui aurait le même savoir et en même temps elle dit j'ai peur, je le redoute, etc. Donc on voit qu'on a un autre paradoxe en quelque sorte, qui est à la fois que l'autre est celui qui est à la fois entièrement connaissable et visible, et dont on affirme qu'on a peur de lui et qu'on ne le connaît pas et qu'il pourrait être dangereux. Donc ça, on est tous les discours actuels par rapport à l'immigration, sans aller jusqu'au discours de Zemmour, très bien analysé d'ailleurs dans le récent ouvrage de Gérard Noirel, Le venin dans la plume, qui vient de paraître à la découverte. Mais vous voyez qu'il y a juste toujours cette idée de à la fois on connaît l'autre, on le produit, et en même temps on a peur de lui, il nous menace, etc. Donc un discours, encore une fois, paradoxal, c'est-à-dire que le discours colonial produit le colonisé comme une réalité sociale, et à la fois l'autre, et d'ailleurs souvent on met un grand A, comme si ça ajoutait une politesse à la chose, et celui qui est l'altérité qu'on ne connaît pas, et en même temps le connaissable, le connu et le visible. Là, par exemple, on pourrait revenir à tout ce que j'ai dit dans le cours magistral où j'évoque très rapidement les analyses de Saïd sur l'orientalisme. Donc, à la fois on connaît, on ne connaît pas, on connaît depuis, on connaît, on produit un Orient uniforme d'un endroit où qui n'est absolument pas l'Orient ou les pays concernés. Donc, c'est toute la question des représentations orientalistes du 19e, les récits, etc., toute cette géographie imaginaire politique. Encore une fois, ce que Saïd a appelé l'orientalisme dans son ouvrage du même titre dont j'ai parlé dans le avant-dernier CM, je crois. Autre caractéristique intéressante pour nous du stéréotype, toujours selon Homi Bhabha, le stéréotype est un essentialisme. Alors, l'essentialisme est une notion que vous avez sans doute déjà pratiquée également dans la formation. Par exemple, on parle de féminisme essentialisme quand on a affaire à un féminisme qui a une définition uniforme, généralement blanche, plutôt cisgenre et hétérosexuelle de la femme, par exemple, comme sujet et comme objet du féminisme. C'est d'ailleurs en général le sujet du féminisme réformiste, institutionnel. Le féminisme institutionnel, c'est le féminisme, par exemple,
des délégations interministérielles aux droits des femmes, type Marlène Schiappa, etc., qui est contestée par des féminismes dits plus inclusifs ou intersectionnels pour aller vite. Donc l'idée, c'est que, d'ailleurs une notion de la femme qui a été très combattue par Monique Wittig dans la pensée straight, cette idée que la femme, ce serait la femme avec un grand F, une espèce d'essence, comme ça, justement un peu figée, pas historicisée, pas déconstruite culturellement et socialement. Donc, c'est vrai que le stéréotype, et on le voit très bien dans les publicités d'ailleurs, qui fonctionnent beaucoup sur des conceptions essentialisées de la femme, ce sont donc des conceptions de la femme ou des minorités racisées, comme des essences de toute éternité, donc une image de la femme, je ne sais pas, qui renverrait à la douceur, à la nudité, enfin, vous voyez, toutes les pubs pour tous les produits cosmétiques ou pour les produits, je ne sais pas, pour un gel de douche que l'on peut avoir en publicité. Donc il y a ce côté, encore une fois, ce paradoxe un peu de côté de la fixité, puis il y a quand même en permanence ce récit, regardez d'ailleurs ce qu'alimente tous les documentaires sur l'Afrique, sur la découverte, y compris les documentaires animaliers, des récits de découverte, de conquête, etc. Donc toujours cette balance hein, entre d'un côté une espèce de stabilité, une vision synchronique des choses, hein, que Saïd d'ailleurs appelle ça l'orientalisme latent, hein, les mythologies. On retrouve d'ailleurs cette opposition entre le manifeste et le latent dans les analyses proposées par Barthes dans Mythologie, hein, que je crois vous pratiquez aussi dans la formation. Donc d'un côté le côté, alors certaines personnes, enfin certains analystes ou théories vont mettre tout ce qui concerne le latent ou la stabilité, la fausse synchronie, on va dire, du côté de l'inconscient, etc. Et de l'autre côté, une instabilité, une dimension plus diachronique, plus manifeste, plus historicisée, etc. Bon, on peut fonctionner avec ce genre d'opposition. Après, c'est toujours compliqué de savoir quelles sont les personnes qui sont les mieux à même. C'est un peu le problème de l'analyse psychanalytique, de trouver le latent alors que les autres ne le comprennent pas, ou d'analyser l'inconscient. C'est aussi une analyse qui oppose un petit peu, enfin, pas qui oppose, mais qui essaye de faire fonctionner ensemble plus exactement le stéréotype et l'idéologie, par exemple. Souvent, on dit ah oui, mais l'idéologie, et ça passe par les stéréotypes. Donc, mais ça, c'est un autre problème que ça pose parce qu'on revient sur l'opposition, d'ailleurs, qui est très active dans certaines grilles analytiques. D'un côté, il y a la science, et de l'autre côté, l'idéologie. D'un côté, la mythologie, l'imaginaire, et de l'autre côté, la réalité. Mais alors, comment on fait pour justement attraper cette réalité, etc. C'est vrai que Foucault propose une autre voie, que suit plus ou moins d'ailleurs Homi Bhabha, qui est d'abord d'interroger le statut de la science, on a vu hein, dans la sexologie du 19e, plus que loufoque, hein, la psychopathia sexualis de, de Kraft-Ebing et des autres, mais aussi la reprise, hein, par exemple dans le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, vous avez une dimension encyclopédique qui reprend énormément de bourdes des sexologues du 19e, donc Foucault nous amène à avoir une vision épistémologique des sciences, c'est-à-dire de voir d'abord quels sont les rapports de pouvoir qui traversent les sciences, et préfère d'ailleurs utiliser le terme de savoir, comment s'impose le savoir, et aussi d'avoir une vision critique de toute science qui se désigne comme science. Enfin, quand on voit l'égyptologie ou certaines sciences du 19e, ou la craniométrie de Haché de la Pouge, on peut se poser des questions justement sur, même en appliquant aux critères de véracité, d'objectivité que se propose de s'imposer la science, pas mal de questions. Donc, Foucault propose d'aller plutôt sur l'analyse des discours que tiennent la science, tiennent les savoirs, des rapports de pouvoir qui traversent les savoirs, et à ce compte-là, on n'est plus du tout dans une analyse idéologique. Donc, la question est de savoir, et là vous allez voir que Bhabha pose la question de la productivité du pouvoir colonial qu'on a déjà rencontré quand on s'est interrogé avec Foucault sur la productivité du discours sur le sexe, donc dans son ouvrage Histoire de la sexualité, la volonté d'ailleurs de savoir. Je dois avoir par là, si je ne l'ai pas, bon, je vous l'ai déjà montré. Bhabha donc se propose de comprendre je cite, la productivité
du pouvoir colonial, on est dans cette question positive, hein, pas simplement le côté négatif à la fois des stéréotypes et du discours colonial. Comprendre la productivité du pouvoir colonial, il est crucial donc, pour ce faire de comprendre un régime de vérité et non simplement de soumettre des représentations à un jugement normalisateur, qui est souvent la position dans laquelle on se met quand on dit voilà, il y a des bons et des mauvais stéréotypes. Bon, après, aussi, on verra, vous verrez notamment dans le documentaire que je vous ai demandé de regarder pour la prochaine fois, Celluloid Closet, que bon, une analyse quand même des stéréotypes positifs et négatifs ou des narrations positives et négatives peut aussi fonctionner. Donc, il faut donc prendre en compte ce qu'il évoquait tout à l'heure et dont on a parlé à propos de Princesse Tam Tam, hein, c'est-à-dire le fait que, par exemple, l'altérité, qui est aussi une construction discursive et pas innocente, est à la fois objet du désir et de dérision, mais aussi arriver justement à cette analyse du pouvoir du discours colonial. Il faut également voir que on a toujours une imbrication des formes de différences raciales et sexuelles, et d'ailleurs, le Princesse Tam Tam en est un exemple aussi. Il faut prendre en compte l'importance du corps, et on le voit très bien aussi dans Princesse Tam Tam. De toute façon, à chaque fois qu'on a des personnes, que ce sont les femmes qui sont les personnes racisées et sexualisées, évidemment, le corps est souvent très visible, contrairement à la monstration du corps masculin, sauf s'il est racisé. Hein. On voit, même encore dans les films, beaucoup plus de parties, notamment, on voit souvent le corps féminin complètement nudé, et même si on le voit un petit peu de temps en temps, mais très rarement le corps masculin dans son entier, par exemple vu de dos, les fesses ou la bite. Donc, tous ces éléments voilà, sont à garder en mémoire pour l'analyse. Et pour arriver à la question de l'analyse du discours colonial, donc encore une fois, c'est notre problématique est de savoir comment le discours colonial en tant que pouvoir, dispositif de pouvoir, justement, a ses caractéristiques, quelles sont ses spécifications, ses caractéristiques, en tout cas à minima. Donc ça, c'est un peu la question à laquelle se propose de répondre Homi Bhabha. Je cite le passage concerné, page 127. La différence du discours colonial en tant que dispositif de pouvoir émergera plus rapidement au fur et à mesure de ce chapitre. Donc là, il parle du chapitre qui s'intitule L'autre question, de points stéréotypes, discrimination et discours du colonialisme. C'est le chapitre 3, donc des lieux de la culture. La différence du discours colonial en tant que dispositif de pouvoir émergera plus pleinement au fur et à mesure de ce chapitre. Mais à ce stade, je veux d'abord préciser ce que je considère comme les conditions et les spécifications minimales d'un tel discours. C'est un dispositif qui fonctionne sur la reconnaissance et le déni de différences raciales, culturelles, historiques. Il a pour première fonction stratégique la création d'un espace pour un peuple sujet par la production de savoir dans les termes desquels s'exerce la surveillance, donc ça résume en partie ce que je disais tout à l'heure, et se trouve stimuler une forme complexe de plaisir des plaisirs. Il cherche à justifier ses stratégies par la production de savoir de colonisateurs et décolonisés, stéréotypés mais évalués sur un mode antithétique. L'objectif du discours colonial est de construire le colonisé comme une population de type dégénéré, sur la base de l'origine raciale, afin de justifier la conquête et d'établir des systèmes d'administration et d'instruction. Malgré le jeu du pouvoir, le jeu au sens, il y a quand même voilà, des résistances, le jeu, vous savez, le sens, il y a du jeu dans un dispositif mécanique, malgré le jeu du pouvoir dans le discours colonial et les positionnements changeants de ces sujets, par exemple des effets de classe, de genre d'idéologie, de formations sociales diverses, de systèmes variés de colonisation, etc. Je me réfère à une forme de gouvernance, et là il prend un terme foucaldien, qui, en délimitant une nation-sujet, dirige et domine ces différentes sphères d'activité. En conséquence, malgré le jeu dans le système colonial, qui est décisif pour son exercice du pouvoir, le discours colonial produit le colonisé comme une réalité
identité sociale qui est à la fois autre tout en restant totalement connaissable et visible. Il ressemble à une forme de récit où la productivité et la circulation du sujet et de signes sont liées dans une totalité réformable et reconnaissable. Il emploie un système de représentation, un régime de vérité structurellement similaire au réalisme. Vous savez qu'il y a toute une réflexion que j'avais un petit peu abordée la dernière fois de Saïd sur justement le réalisme, et c'est aussi une question qui nous occupe parce que quand les minorités réagissent, décident d'intervenir, d'avoir des politiques de la représentation, elle ne parle pas que de visibilité, elle parle aussi d'une représentation réaliste. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette représentation réaliste? Est-ce que c'est un discours en adéquation avec la vérité que les minorités seraient les seules à pouvoir émettre ou connaître, ou est-ce que c'est un autre discours qui vient concurrencer un autre discours à partir du moment où on définit la vérité, non pas comme quelque chose en adéquation avec le réel, mais un discours en adéquation avec simplement une réalité discursive. L'autre problème qu'on peut avoir avec le maniement des stéréotypes, évidemment, c'est que suivant les contextes, pas simplement au niveau de justement l'histoire, ils peuvent avoir des significations différentes. Par exemple, la cage aux folles, quand c'est sorti, était très mal vécue par la minorité homosexuelle de l'époque, comme justement un ensemble de stéréotypes. Le stéréotype de la folle, donc la fameuse scène avec la biscotte de Michel Serrault, etc. On peut aussi beaucoup parler de la représentation raciste du domestique, efféminé donc dans la cage aux folles, noir, domestique noir, pardon. Quelques années plus tard, par exemple, dans un festival, par exemple, à Londres en 1996, la cage aux folles, un festival gay et lesbien, est présentée et toute la salle est morte de rire. Et quelque part n'a plus du tout la même relation au stéréotype. Donc c'est aussi qu'elle, soit elle a mûri, ou il y a eu d'autres représentations évidemment qui sont venues concurrencer la cage aux folles. C'est pas la même chose de voir la cage aux folles en France dans les années 70 quand il n'y a rien d'autre, et de voir la cage aux folles dans les années 90. Vous avez déjà eu, je sais pas, au Festival de Londres qui se déroulait à l'époque au BFI, donc à la Cinémathèque, déjà, je sais pas, 10 éditions de festival avec une foultitude donc, de courts-métrages ou de films réalisés par les personnes concernées. Donc c'est toujours intéressant, mais on en parle souvent dans les TD, de savoir bien avoir conscience d'où on parle, comment, qui dit quoi, sur qui. L'autre problème, c'est souvent on se dit, mais le stéréotype, c'est quelqu'un qui a voulu d'accorder ou de chercher l'intentionnalité derrière le stéréotype. Alors, d'avoir une vision un peu mécanique de qui tirerait les ficelles de la représentation et d'identifier ses sources. Peut-être que c'est intéressant de se dire qu'effectivement, il n'y a pas un seul pouvoir, un seul savoir-pouvoir qui s'exerce sur le colonisé. Il y a une multitude de savoir-pouvoir, et c'est d'ailleurs un petit peu la conception justement de diffusion des savoirs-pouvoirs, le dispositif qu'avance Foucault dans la volonté de savoir. Il y a une multiplicité des sites de savoir-pouvoir depuis le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, à la fois quand tu vas sur la sexualité, mais aussi sur ce que c'est personnes encore racisées. Et le pouvoir, y compris le pouvoir colonial, n'est pas unidirectionnel. Le sujet de l'énonciation coloniale n'est pas unifié. Vous avez l'administration, vous avez le juridique, vous avez la médecine, vous avez ces savoirs-pouvoirs qui peuvent fonctionner de concert, etc. Donc, comment avoir une vision stratégique un petit peu de tout aussi la manière dont ces savoirs-pouvoirs peuvent entrer en réseau. Par exemple, pour Homi Bhabha, la conception de Saïd, colonisé, colonisateur, latent, manifeste, c'est un peu binaire. Et pour lui, on reste encore un peu trop dans la critique de la représentation, notamment avec cette question du réalisme. Et donc, si on est dans la critique de la représentation, on se met souvent en position de dire « Ah mais là, c'est une représentation déformée, mais qui est légitime pour le dire ou ne pas le dire ?» Donc pour Homi Bhabha, l'idée c'est qu'il faudrait se défaire un peu de cette idée que déjà on va essayer de remettre de la cohérence parce que malheureusement le discours colonial, y compris quand on le voit comme quelque chose d'inconscient, ce qui est un peu le côté latent justement de l'analyse de l'orientalisme de Saïd, le discours colonial n'est pas fermé, n'est pas cohérent, il est évolutif.
Donc oui, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, mais en même temps, évidemment, ça complexifie l'analyse. Je vais terminer donc avec Ella Shoah, qui dans l'ouvrage que j'ai déjà évoqué, Unthinking Eurocentrism, qui est paru en 1994 et qui n'a pas été traduit, propose aussi une analyse des stéréotypes. En même temps, je vais aussi évoquer d'autres ouvrages et essayer de lier ensemble des questionnements qu'on peut se poser quand on vraiment veut utiliser comme outil critique le stéréotype. D'abord, pour dire que, pour relativiser un petit peu les précautions d'Homi Bhabha, que quand on veut faire, par exemple, la liste exhaustive des stéréotypes, on y arrive. On a un bon exemple avec un ouvrage de Donald Boyle, qui est paru en 1994 et qui a été constamment révisé. La dernière édition est en 2000, porte donc sur la représentation des Noirs africains américains aux États-Unis. Et d'ailleurs, le titre même du bouquin est une liste de stéréotypes, de figures, Toons, Coons, Mulattoes, Mammies and Burks, dans le cinéma hollywoodien. Lui, il essaie de faire la liste des scripts. Donc c'est intéressant parce que c'est une vision un petit peu qui lie stéréotypes et narration, que l'on obligeait aux acteurs noirs à jouer dans le cinéma. N'oubliez pas que c'est toujours intéressant de voir un petit peu, de croiser analyse des stéréotypes et de la narration, et du genre aussi au sens du genre par exemple cinématographique, dans lequel vous allez repérer des représentations pour les analyser. Donc lui, par exemple, il dit, voilà, les scripts, les scénarios qu'on obligeait les acteurs noirs à jouer, donc vous en connaissez certains, l'oncle Tom qui est servile et qui est gentil, le Coon qui est le noir un peu clown, aux yeux exorbités, donc des stéréotypes plutôt positifs, entre guillemets, des stéréotypes plus négatifs, plus menaçants, la mulâtresse tragique, donc qui est une femme en général, l'homme démoniaque, le noir qui est déviant et ambitieux, la mamie qui est la domestique noire un peu forte et qui essaie de recoller tout le monde, donc c'est la mamie, un peu comme Oncle Benz pour le riz, Aunt Jemina pour les pancakes, c'est la mamie aussi dans Autant n'emporte le vent, de Buck qui est le noir hypersexuel et brutal, le violeur, et d'ailleurs on en a un bon exemple dans Naissance d'une nation de Griffith. Donc là, toute son analyse, c'est de montrer comment Hollywood a essayé d'enseigner aux acteurs noirs à se conformer à leurs propres stéréotypes, mais aussi à d'autres stéréotypes, d'autres minorités racialisées. Par exemple, on apprenait à des acteurs noirs qui n'avaient pas l'accent du Sud à le prendre systématiquement quand ils jouaient le noir. Donc là, c'est vraiment de voir comment à la fois les stéréotypes sont structurants, y compris au niveau narratif. Shoah et d'autres reviennent donc sur la question de la stratégie ou de la question du réalisme. Donc, et donc là, c'est la question des stratégies de représentation et la question du réalisme en fait partie. Par exemple, dans les années 70, vous avez énormément, toute une école documentaire, une école, beaucoup de documentaristes qui vont s'emparer de la forme documentaire. C'est intéressant pour vous d'aller voir dans les documentaires pour essayer justement de contrer des représentations stéréotypées et plus que stéréotypées, extrêmement négatives, injurieuses, etc., des minorités, pour essayer justement soit de faire la généalogie de ces représentations, soit de contrer ces représentations en proposant un réalisme justement documentaire, parce que le documentaire se situe généralement, même si on sait bien que le réalisme est toujours une construction, plus du côté de la vérité, de l'objectivité, etc. Donc, mais c'est vrai que la stratégie réaliste, du réalisme, peut poser des questions sur sa légitimité, qui le fait, sur sa véracité, sur justement sa distribution en positif et négatif des stéréotypes. On a parlé à un moment donné de réalisme progressiste, de réalisme, mais alors avec une partie idéologique. Ça veut dire aussi que quelqu'un connaît et que ça présuppose la vérité d'une communauté, d'une minorité, etc. Que ce serait une réalité transparente, accessible, et que justement on se met dans cette situation où il y a quelqu'un qui vient corriger les mensonges et les distorsions qui ont pu affecter justement la représentation d'une minorité. Et alors à ce moment-là, on arrive à la situation où tout le monde défend son idée de la vérité et où on oppose réalité et représentation.
Encore une fois, l'idée dans les années 90 des Foucaldiens et des postmodernes, c'est que on peut analyser les choses autrement et essayer encore une fois de lier, par exemple, comme je viens de le raconter, les nœuds des discours, des savoirs-pouvoir et les stéréotypes. C'est intéressant parce que par exemple, Rambaud, on a toujours fait une analyse extrêmement négative de Rambaud comme étant le film même qui est conservateur, masculiniste, réganien, militariste. Et puis il y a des analyses qui arrivent à montrer que Rambaud est aussi une figure de crise de la masculinité, qu'il est constamment racialisé, qu'on ne sait pas très bien que c'est un Indien, qu'il est toujours dénudé, il ne parle jamais, qu'on peut voir comment il est très très différent de justement des militaires qu'il envoie chercher les disparus, etc. Comment il est érotisé. Enfin bon, donc c'est peut-être assez intéressant de se poser les questions que posent justement Baba et les autres. Donc toujours avoir bien en tête quels sont, quand on fait l'analyse, quand on approche, quand on utilise pardon, comme outil critique l'analyse, quels sont à la fois les avantages et les limites de cette approche critique. Donc évidemment, hein, c'est clair que ça permet de révéler des schémas d'oppression, de préjugés que l'on n'aperçoit pas, de les rendre visibles. Ça permet de montrer aussi comment on peut intérioriser, hein, sans tenir un discours très psychologisant ou psychanalysant sur la question de l'intériorisation, mais des stéréotypes, de montrer l'aspect politique des stéréotypes, de voir que c'est pas simplement des gens qui sont ignorants, vous savez, comme on dit, oui, voilà, les gens qui ont des propos racistes, type café du commerce, ce sont des ignorants, ce sont des imbéciles, alors qu'on voit que le discours raciste est très partagé et très structuré, y compris chez les scientifiques et les personnes très éduquées, que ce ne sont pas des erreurs de perception, mais que c'est une question justement de contrôle social et qu'on peut avoir une approche, une analyse systémique justement du racisme, pas simplement que ce soit des faits isolés ou des erreurs individuelles. Euh, et que les minorités, effectivement, se posent la question de leur représentation culturelle dans les médias, sur les écrans, en termes effectivement positifs, négatifs, et que c'est légitime, surtout quand, par exemple, il n'y a absolument aucune représentation, que la représentation hégémonique est particulièrement forte. Donc tout ça, ce sont quand même des aspects positifs de l'analyse qui prend comme point de départ la notion de stéréotype. Les inconvénients, je refais un petit peu la liste en la complétant, c'est les risques d'essentialisation. Il y a un texte que je vais vous poster, et on va en parler quand on sera dans le bloc 3 où on analyse justement les stratégies de représentation qui ont été utilisées par les minorités concernées. Et donc, je vais vous faire toute une analyse du cinéma queer. Donc, l'apparition du cinéma queer dans les années 90. Il y a un texte très intéressant de Mark Siegel et Daniel Hendrickson qui explique que le cinéma queer est là parce que ils en ont marre. Certains gays en ont marre des représentations policées, positives, lisses, encore une fois, des gays dans le cinéma de Hollywood qui, clairement, comme le montre le documentaire de Friedman, euh, ont été très négatives, très blessantes, etc. Mais est-ce que pour autant, voilà, il faut tomber dans des films où les gays sont des bisounours, d'où un cinéma queer qui va revendiquer le fait de revenir, de faire exprès, de manière provocative, de reparler d'abord de sexualité, pas simplement de romantisme, de parler aussi d'avoir des couples de gays assassins, comme il y en avait chez Hitchcock, sauf que chez Hitchcock et dans le cinéma queer, évidemment, c'est pas du tout la même manière. Enfin, ça correspond pas du tout, c'est pas la même manière, ça correspond pas du tout au même rapport de pouvoir. Vous savez que Hitchcock était obsédé par les queers, il y en a tout le temps dans ses films, mais clairement, c'est que ça l'interrogeait lui et qu'il en donne une représentation extrêmement négative. Alors quand les queers dans le cinéma essayent d'avoir des représentations moins positives, évidemment, ça n'a pas du tout la même signification. Euh, les inconvénients, c'est que c'est difficile aussi de tenir
compte de l'historicité des stéréotypes. D'abord, c'est compliqué à faire, et comment on fait pour être sûr de ne pas se tromper, etc. Et que les stéréotypes, il faut toujours les relier aussi, et donc ça complexifie un petit peu l'approche à d'autres notions, donc comme les discours, comme des conceptions plus larges. Par exemple, un stéréotype, c'est pas simplement des individus, on le voit, Boyle essaie de lier justement script narratif dans un film et stéréotype, et il y arrive puisqu'il fait une liste des figures stéréotypées, des rôles qu'on fait jouer aux Noirs dans le cinéma états-unien, mais que justement, il faut toujours essayer de lier. Alors, on parle de contexte, mais le contexte, c'est vrai que c'est un concept qui est un peu flou. On parle toujours de contexte historique. On a vu que dans la discussion sur Princesse Tam Tam dans le TD, on avait du mal finalement à aller sur le contexte de l'époque coloniale, les années 30, etc. Par contre, c'était plus facile, d'ailleurs l'article que je vous ai posté à ce sujet, c'est plus facile, plutôt que d'aller sur le contexte, de voir un petit peu quelles sont les contraintes de l'industrie cinématographique à l'époque, et où vont se situer les films de Greville, justement, par rapport au discours sur la race qui traverse le cinéma. C'est un peu plus facile, ça, on va dire, à attraper, que on peut avoir des stéréotypes qui touchent des personnes qui sont portées par Joséphine Baker, qui était le support idéal en quelque sorte, mais qu'il faut toujours le relier à des conceptions justement, par exemple, plus larges, plus eurocentriques. On a beaucoup utilisé la notion d'eurocentrisme dans le premier cours, mais de fait, Joséphine Baker, elle cristallise aussi des conceptions eurocentriques de l'Afrique et bien d'autres films où les religions africaines sont toujours représentées comme des cultes un peu justement animistes du côté de la superstition, alors que l'Europe est du côté de la laïcité ou de la science, qu'ils sont du côté de l'oralité, que nous sommes du côté de l'écrit, que le corps est beaucoup plus important. Ils sont du côté du corps et de la corporalité, alors que nous sommes du côté du rationnel, etc. Du côté... Enfin bref. Donc, il faut toujours essayer d'avoir une analyse, on va dire, culturaliste un peu plus large. Voilà ce que je voulais vous proposer donc sur la notion de stéréotype. Il y aurait bien d'autres choses à lire justement dans Homi Bhabha. Je terminerai avec une dernière citation sur la productivité du discours colonial. Pour comprendre la productivité du pouvoir colonial, il utilise un peu de manière interchangeable discours et pouvoir. Il est crucial de construire sans régime de vérité, non de soumettre ces représentations à un jugement normalisateur. Ce n'est qu'alors qu'il devient possible de comprendre l'ambivalence productive de l'objet du discours colonial. Cette altérité, entre guillemets, je vous invite à interroger cette notion d'altérité qu'on a tendance à manipuler de manière positive en France. Cette altérité qui est à la fois objet de désir et de dérision, articulation de la différence contenue dans le fantasme de l'origine et de l'identité. Ce que révèle une telle lecture, ce sont les frontières du discours colonial, et elle permet du coup une transgression de ces limites depuis l'espace de cette altérité. Voilà. Donc voilà pour le CM numéro 4, et je vous donne rendez-vous pour le CM numéro 5 où nous irons sur le bloc thématique 3.